C'est pour ce faire aussi. C'est vrai qu'il y a des investissements qui sont en cours. Mais il y a aussi organiser l'investissement. Organiser l'investissement, à mon avis, le premier acte, la première question ou la première action qu'il s'agira de mettre en œuvre, c'est d'abord de débureaucratiser l'acte économique. Pour ce faire, un office de développement de l'agriculture saharienne, des cultures stratégiques et agro-industrielles, vient d'être créé par décret exécutif et qui est passé en conseil du gouvernement. Au fait, c'est quoi cet office ? C'est de faciliter le parcours des investisseurs de telle sorte à avoir un guichet unique, à avoir un comité technique au niveau d'une seule institution pour éviter tout le parcours, tout le temps, toutes les contraintes et les difficultés que subissaient, que vivaient nos investisseurs. À travers cette entité, c'est un office sous forme d'une agence. C'est pratiquement la maison de l'investisseur pour essayer de régler l'ensemble de ces problèmes en son sein et s'occuper uniquement de l'acte d'investissement en assurant à travers l'office tout l'aspect d'accompagnement, tous les aspects de facilitation et tous les aspects aussi de contrôle, de suivi, d'évaluation. Mais est-ce qu'on peut considérer par rapport aux ambitions que vous affichez aujourd'hui, c'est d'atteindre un objectif de 30% d'augmentation des rendements dans les filières stratégiques? Vous les avez énumérées. On a oublié de parler de la poudre de lait ou du lait. On va l'aborder dans un tout petit moment. C'était projection sur le court terme et le moyen terme. Mais est-ce qu'on peut considérer que vous êtes dans une vision réaliste ou dans des projections et des ambitions? Parce qu'il y a eu des ambitions par le passé qui n'ont pas été concrétisées, Monsieur Hamdani. C'est vrai qu'il y a eu des ambitions. Monsieur Hamid Hamdani, bonjour. Bonjour. Alors, des terres agricoles, comment les préserver aujourd'hui? Ou plutôt, je poserai la question autrement, comment préserver ce qui reste des terres agricoles estimées à 8,5 millions d'hectares de terres arables? Merci, Madame Soumena Lechoui. La protection des terres agricoles, en tous les cas, c'est les 8,5 millions d'hectares qui sont appelés à être préservés. C'est des terres agricoles. Et les terres agricoles, et permettez-moi de saluer au passage la constitutionnalisation de ce plan. Aujourd'hui, le fait que la Constitution prévoit dans ses dispositions la protection des terres agricoles, nous voici enfin au niveau de cette question-là comme étant une question qui relève des fondements de la nation. Donc la protection des terres agricoles est considérée aujourd'hui comme un axe stratégique de notre politique, notamment celle qui tend à assurer la sécurité alimentaire et à préserver ces terres-là pour les générations futures. Alors, axe stratégique au niveau de votre département ministériel, les actions qui sont engagées pour préserver ces terres aujourd'hui? Les actions qui sont engagées, elles sont sur deux niveaux. Le premier niveau, c'est d'abord de les exploiter en permanence et d'accompagner les agriculteurs en vue de le faire par les différents soutiens, qui soient des soutiens directs sur le plan financier, sur le plan technique, sur le plan technologique, ou des soutiens sur le plan réglementaire. Donc il y a en permanence des dispositions réglementaires qui sont mises à l'effet de leur assurer d'un côté la protection de l'exploitation des terres et d'un autre côté leur protection. Est-ce que la concession est une forme également de préservation des terres agricoles? Évidemment, la concession, moi je la vois, permettez-moi de la voir sur deux volets. Il y a d'abord la concession dans le cadre de la conversion aujourd'hui des droits de licence en droits de concession. Donc c'est la mise en application de la loi, la 1003, ça d'un côté. D'un autre côté, c'est les nouvelles concessions. C'est les nouvelles concessions qui sont en train d'être érigées sur la base de la mise en valeur des terres, notamment au niveau des zones du sud et des hauts plateaux. Bien sûr que la rentabilisation et l'exploitation de l'ensemble des terres agricoles sous leurs différentes formes tend vers le but, comme vous le dites, de leur préservation, mais beaucoup plus de leur exploitation et de leur rentabilisation. Alors, nouvelle concession, combien ont été délivrées à ce jour depuis la mise en place de ce dispositif nouveau? Vous parlez du dispositif de mise en valeur de 1003 de la loi. Donc voilà. Par rapport à la 1003, donc nous en sommes aujourd'hui à plus de 96% d'actes de concession établis, à savoir
sur les 211 000 dossiers qui ont été déposés au niveau de l'Office national des terres agricoles, 185 000 ont eu déjà leur acte de concession. Ils sont déjà en activité. Ils sont en activité. Et pour les nouvelles concessions, dans le cadre de la mise en valeur, il faut savoir aussi que nous en sommes au jour d'aujourd'hui à un peu plus de 13 000 attestations de présélection qui ont été données. Ces 13 000-là sont appelés également à avoir leur acte de concession dans un avenir très proche. Il s'agit de la mise en valeur. Mais pour la mise en valeur, comment accompagner les nouveaux acquéreurs de ces terres agricoles aujourd'hui? Comment leur permettre de rentabiliser au maximum une terre qu'on considérait comme étant infertile? C'est la raison pour laquelle il y a eu cette mise en valeur, la récupération de ces terres. Permettez-moi, madame, d'abord de revenir sur un principe fondamental. C'est que la mise en valeur des terres, depuis la mise en œuvre du dispositif réglementaire, à savoir la circulaire interministérielle numéro 108, au jour d'aujourd'hui, 400 000 hectares ont été attribués, dont plus de 200 000 hectares, plutôt autour de 200 000 hectares en moyenne, sont orientés vers les investisseurs porteurs de projets d'investissement intégrés. L'accompagnement, tous les projets qui cadrent bien sûr avec les objectifs stratégiques du ministère de l'Agriculture, à savoir les filières stratégiques, le lait, les céréales, les fourrages, la tomate industrielle, l'arboriculture intensive, etc. Il y a évidemment, il faudrait pas en mettre évidemment dans le cadre de cette mise en valeur, toute la partie qui est dédiée aux jeunes. C'est aussi, nous considérons que c'est une mission fondamentale d'accompagner ces jeunes autour de leur périmètre de concession. Et pour ce faire, l'État les accompagne à travers la mise en œuvre des actions structurantes. Donc, il faut savoir que toutes les actions structurantes, notamment quand il s'agit de l'amener d'énergie, de la mobilisation de la ressource hydrique, de l'ouverture des routes, à savoir les pistes, les études de faisabilité du périmètre, les études technico-économiques au profit des jeunes exploitants et futurs agriculteurs sont pris en charge entièrement par l'État. Et pour ce faire, déjà nous en sommes autour de 20 milliards de dinars qui ont été attribués uniquement pour les actions structurantes au profit de ces jeunes. Les jeunes exploitants, quand vous parlez de jeunes exploitants, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Les jeunes exploitants, je veux dire par là, tous les potentiels arrivants dans le cadre de la mise en valeur des terres et qui, dont leur superficie est de moins de 10 hectares. Cela, par le biais des communes, des daïras et des wilayas, une fois que les périmètres sont délimités, il y a des procédures bien sûr qui sont mises en œuvre en vue d'accéder à ces terres et de les exploiter. Mais actuellement, la superficie des terres arables en Algérie est estimée à 8,5 millions d'hectares. Avec cette mise en valeur, c'est-à-dire la récupération de certains terres, est-ce qu'on peut considérer que ce chiffre pourrait éventuellement augmenter? Oui, toutes nos politiques tendent justement vers l'augmentation de la SAU. Il est évident que l'augmentation de la SAU aujourd'hui va essentiellement être assurée par cette approche de mise en valeur des terres où nous ambitionnons d'atteindre autour du quinquennat prochain 9 millions d'hectares. Si aujourd'hui nous en sommes déjà à 400 000 hectares d'attribués, il y a encore des études qui sont lancées en vue d'examiner encore un potentiel de 600 000 hectares. Donc nous avons eu les financements, je pense. À travers tout le territoire, où est-ce qu'elles se situent ces différents? Essentiellement au niveau des zones du sud et des hauts plateaux. Donc à partir de là, je vous fais un calcul arithmétique très simple, autour des 600 000 hectares qui sont en voie d'être engagés par les bureaux d'études et les 400 000 hectares qui sont déjà en chantier, je pense que nous ambitionnons qu'autour des 5 ans à venir, du quinquennat à venir, nous ambitionnons d'atteindre ces 500 000 hectares en vue, bien sûr, de tendre de plus en plus vers cet objectif de 9 millions d'hectares de SAU. Alors justement par rapport à cette superficie arable estimée à 8,5 millions, certains que la considèrent surtout la superficie du territoire, cela représente l'équivalent de 5 ou 6% de la superficie globale. Certains disent que l'Algérie ne sera jamais un pays totalement agricole et souverain sur le plan de la production agricole. Quel est votre commentaire par rapport à la superficie en question? Mon commentaire aujourd'hui, c'est que toutes nos politiques sont basées sur cette façon de répondre à la sécurité alimentaire.
La sécurité alimentaire, nous l'avons dit, nous le disons avec insistance. Qui dit sécurité alimentaire dit souveraineté nationale. Aujourd'hui, je ne pense pas que cette théorie, en tous les cas, me concernant, je ne l'adopte pas. À partir du moment où nous en sommes aujourd'hui dans l'ère de la rentabilisation des terres agricoles. Aujourd'hui, c'est en termes de productivité, d'apport technique, de technologie, de moyens qu'il faudrait raisonner cette atteinte ou cette souveraineté ou cette sécurité alimentaire ou, comme vous le dites, cette indépendance alimentaire et non pas uniquement sur la base des superficies. La superficie en elle-même, c'est vrai que c'est un outil, c'est un indicateur, mais il y a une superficie autour de laquelle vous tirez 17 quintaux, 20 quintaux d'hectares, mais avec un apport technologique, avec de l'assistance, de l'accompagnement, eh ben, c'est des rendements qui peuvent tripler et quadrupler. Adrar est en phase de devenir une wilaya agricole par excellence. La moisson du maïs dans la région Zaouiet Kounta bat son plein et va bientôt s'achever. Les agriculteurs soutenus par l'État sont satisfaits de la récolte. Malgré les problèmes rencontrés sur le terrain, ils espèrent cependant atteindre de meilleurs rendements à l'avenir. Rami Amer Badi Amandi. Quelques mois auparavant, cet endroit était assimilé à un paradis verdoyant en plein cœur du désert. La région s'appelle Zaouiet Kounta dans la wilaya d'Adrar. La saison de récolte du maïs tire à sa fin, vu les conditions climatiques favorables à ce genre de culture. D'ailleurs, les agriculteurs cultivent cette céréale à longueur de l'année. Nous avons 667 hectares de culture de maïs. Nous sommes à la fin de la récolte au niveau d'Adrar. Nous attendons une bonne récolte et nous espérons atteindre 60 quintaux à l'hectare. Zaouiet Kounta compte doubler sa production du maïs, s'intégrant ainsi dans la démarche de l'État pour réduire la facture d'importation de ce produit. Les quantités de maïs récoltées sont acheminées directement à l'Office national de l'alimentation du bétail ONAB dans la daïra de Boktab, wilaya d'Al-Bayad, où il est procédé à leur transformation. Ce qui nous a encouragé à investir dans ce créneau, c'est le soutien de l'État sur le plan financier et matériel. Nous acheminons notre récolte vers l'ONAB de Al-Bayad, mais c'est tellement loin pour nous. L'ONAB voulait ouvrir une filiale ici, ça ne s'est pas encore fait. Une fois achevée la saison de récolte du maïs à Adrar, les regards se retourneront cette fois vers celle de la moisson-battage des céréales qui se déroulera au mois de mai prochain.